L'objectif de notre formation aujourd'hui, en parlant de leadership, c'est d'outiller chacune et chacune dans ce sens-là, avec l'UCFO, à devenir leader d'une équipe dynamique malgré les défis. OK? Alors, Lydie, si tu pourrais me donner la prochaine diapositive. Excellent. Bon, premier bloc, on l'a fait. C'est Lydie qui a fait le contexte de leadership féminin. Moi, j'ai fait de l'introduction. On a fait une petite pause. Puis là, on va faire du leadership relationnel et je vais vous donner des devoirs. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas des devoirs difficiles, mais c'est des devoirs tout de même. OK? Prochaine diapo. Plaisir de vous rencontrer. Alors, je me suis déjà introduit. J'ai passé depuis, j'ai été gestionnaire des services de croissance et de gestion. Je suis maintenant de retour comme directeur principal de notre belle pôle du Conseil de la coopération de l'Ontario. Alors, plaisir de vous rencontrer. J'en ai quand même accompagné quelques projets dans votre région. Vous connaissez possiblement le cercle de Moonbeam et bien évidemment la coopérative épicerie à Moonbeam. C'est deux projets dont j'ai travaillé dessus. Alors, ça me fait plaisir de travailler dans le Nord. J'adore travailler avec des équipes et des femmes dans leur développement d'affaires à Timmins, à Sudbury et à Kapuskasing aussi. J'en ai accompagné 4 ou 5 femmes entrepreneurs dans ces régions-là à démarrer leurs propres entreprises et ça me fait toujours plaisir. OK? Prochaine diapo. Alors, ici c'est une petit exercice que je vais vous faire. OK? Parce que pour être leader, il faut en premier être vulnérable. All right? Et c'est un peu pour cela, que je vous ai raconté mon anecdote, de comment comment j'étais admis à l'école, puis comment j'ai appris le français. C'est pour démontrer à vous que j'ai une certaine confort de vulnérabilité envers vous autres. OK? C'était un premier geste. Et ça, c'est très important dans le cadre d'un leader. Tu dois être en mesure d'être vulnérable pour accroître ta légitimité auprès d'un groupe de personnes pour les mobiliser. All right? Alors, on va faire un jeu, nous ensemble. Vous pouvez le faire dans la salle comme vous pouvez le faire avec moi, en m'engageant aussi. Mais j'aimerais que chacun ou chacune à son tour raconte le meilleur moment de sa semaine, la rose, et le mauvais, l'épine. OK? C'est le jeu favori en passant de Barack et Michelle Obama. Alors, vous êtes rassurés que c'est un bon jeu si c'est leur jeu favori. Et c'est pour, avec but aujourd'hui de créer un climat de confiance et un désir d'échange. Alors, Lydie, tu peux arrêter le partage d'écran peut-être? Là, la salle de Mathis, voulez-vous partager entre vous? Ou voulez-vous juste, ou voulez-vous partager avec, le Zoom au complet? Parce qu'une des choses qu'on pourrait faire, Marianne, c'est qu'on pourrait arrêter l'enregistrement pour que les gens se sentent plus confortables, à partager leur rose et leur épine. Oui, on peut faire ça. Est-ce que c'est le souhait de la salle? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, Mathis? Oui, on est prêt à partager en Zoom et de poser l'enregistrement. Puis en passant, c'est Matthijs. C'est un ingénieur de train des États-Unis, puis il prononce ça Matthijs. C'est ça l'étymologie du nom du village. Quand le train est passé ici, il a fait le tronçon de Cochrane jusqu'à Long-Lac, je pense. Donc, est-ce que j'arrête l'enregistrement ou pas? Je n'ai pas très bien compris. Oui, tu peux juste la mettre sur pause, je pense, Marianne. OK. All right. Excellent. Merci, Marianne. Alors, se réunir est un début. Se réunir et travailler ensemble et collaborer ensemble, ça crée une possibilité de leadership relationnel. Rester ensemble, c'est un progrès. Il faut du temps,
pour que les leaders dans la salle se manifestent. Et travailler ensemble est la réussite. C'est la réussite de ce processus de rester ensemble, d'identifier des leaders et travailler ensemble vers un objectif commun. All right? Et la conception de cette équipe, c'est un groupe d'individus qui partagent, qui collaborent et qui s'entraident. Ce que, d'après ce que je comprends, vous faites déjà. Next slide. Alors, en travaillant en équipe et en manifestant les leaders d'entre vous, l'idée ici ou l'objectif final, c'est de créer des synergies. C'est d'éviter du dédoublement de travail et du travail en silo. L'occasion de pouvoir partager en grande équipe ou en grand groupe, ces moments vulnérables, c'est que possiblement il y a quelqu'un dans votre réseau très, très proche qui a vécu une expérience similaire. Et en ayant cette expérience similaire, ils ont de l'empathie pour vous et ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Right? On a parlé de certains exemples, puis on a besoin de se serrer les coudes et de travailler ensemble et de rester ensemble pour pouvoir faire le process de deuil de toutes ces grandes émotions-là. OK? Mais c'est non seulement quelque chose pour un gros traumatisme, mais c'est vers le succès collectif. Et alors, il faut tirer profit des expériences de chacun et chacune pour assurer que 20% de nos efforts atteignent 80% des résultats. En plus de ça, travailler en équipe, c'est amusant. Travailler avec un leader et travailler ensemble vers un objectif commun, c'est amusant. Right? C'est le sentiment lorsque vous venez tout juste de finir ce projet de crochet. Right? Et c'est peut-être le sentiment de vouloir commencer une autre. Right? C'est un très bon feeling. Puis c'est très amusant. Puis ça engendre ce travail en collectif que nous faisons. Next slide. Alors ici, bien évidemment, on a le besoin de travailler en équipe entre individus. On a besoin d'une mission ou un impact à faire ensemble. On a besoin de structure et on a besoin de communication. Et voici où les leaders sont essentiels, right? Parce que ensemble, en équipe, vous êtes en mesure de développer tous ces différents aspects, mais ça prend un leader pour les ramener tout ensemble. De prendre ses besoins aspirationnels, le développement personnel, les besoins sociaux et les besoins primaires et de soigner à tous ces besoins-là en même temps pour assurer que vous soyez confortable en milieu de travail et que vous soyez confortable avec vos pairs. OK? Ce leader-là, il fait de la reconnaissance, elle fait de la reconnaissance et de la valorisation, la formation, le développement, maintient une relation professionnelle et personnelle avec vous pour assurer une rétroaction et une communication qui est de manière solide et récurrente, mais également qui est ferme et qui est honnête. OK? Ça va créer une ambiance plaisante pour une charge de travail qui est parfois élevée et ça crée des conditions de travail agréables. OK? Prochaine diapo. La structure de l'équipe, bon, je ne vais pas compliquer tellement la chose. Là. Bien évidemment, un leader, c'est qui? C'est un chef d'équipe. Ça, c'est essentiel, d'avoir ce chef d'équipe qui rallie les gens autour d'un objectif. Il y a des rôles bien définis et ces rôles-là doivent être définis par le leader avec des échéanciers bien établis. OK? Ce leader-là, il a la responsabilité de séparer les relations de travail versus personne
Et ça, c'est une des choses qui est le plus difficile lorsqu'on est en position de pouvoir. Moi, je dis toujours aux leaders que je forme, il est le plus important de gouverner avec vos têtes et non avec vos cœurs. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous connaissez cette personne de manière personnelle, vous connaissez les défis dont ils sont en train de faire face. C'est très, très facile de se dire, bon, je vais faire un accommodement. Mais sache que cet accommodement, elle doit être sujet à une prise de décision équitable. C'est-à-dire, on ne peut pas démontrer une certaine favoritisme pour quelqu'un envers une autre, ce qui diminue la légitimité d'un leader autour d'un table. Alors, c'est essentiel d'assurer que vous abordez ces prises de décision-là de manière transparente et en assurant une équité entre les parties concernées. Bien évidemment, être un leader, c'est d'implémenter ou d'instaurer des outils de collaboration et de partage. Que ce soit une méthodologie, comme on a vu la semaine dernière avec la roue de la rétroaction, ou que ce soit quelque chose d'un peu plus tangible. OK? Mais c'est ces genres de choses qu'il faut qu'un leader veille pour assurer que les besoins de son équipe soient comblés. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, tu sais, des fois, je reçois la question d'un leader, tu sais, quelle est la taille idéale d'une équipe? Normalement, une taille idéale, c'est de 4 à 6 personnes en passant. D'après ce que je comprends, vous êtes à peu près 6 dans la salle? Oui? Je te donne un thumbs up. Pas de réponse. Bon. Oh, 5? Oui, ils sont 5. 5. OK, excellent. Bon, ben vous êtes, tu sais, dans la taille idéale, tu sais, d'une équipe. On est 7. On est 7. Vous êtes 7. J'essayais de faire 5 plus 2. Ah, OK. Je comprends très bien. Bon, mais merci. Là, la distinction que je vais faire, c'est des équipes homogènes vs des équipes hétérogènes. Une équipe homogène, c'est regroupé de gens qui partagent le même, tu sais, cohésion, tu sais, arrière-plan, expertise. Tu sais, il y a des avantages à une équipe homogène vs une équipe hétérogène, OK? Quand vous avez tous les mêmes expertises, les mêmes pensées, tu sais, vous pensez ensemble, bien évidemment, il y a des tensions limitées. Il y a une cohésion d'équipe qui est naturelle, OK? Et quand on a besoin de faire un projet court comme gestionnaire ou comme leader, normalement, l'objectif ici, puis je vous donne le secret, là, pour ces courts projets, c'est bien d'avoir des équipes homogènes parce que ces équipes homogènes, ils gèlent rapidement pour assurer la livraison sur l'objectif que vous ciblez. En matière d'hétérogène et d'équipes hétérogènes, il y a une richesse d'expériences et de connaissances diverses, mais ça prend plus longtemps pour une équipe hétérogène de se geler ensemble. Et alors, ce qu'on dit, c'est pour les projets de plus longue haleine, une équipe hétérogène est préférable. Et là, c'est la clé pour vous, c'est de voir comment vous souhaitiez bâtir des équipes dans le futur. OK? Alors, pour votre prochaine saison de basket, vous serez en mesure de bâtir une belle équipe hétérogène là, qui serait en mesure de vous amener en finale. Je vous fais confiance. Prochaine diapo. Alors, bien évidemment, un leader doit faire de la communication. Ça, c'est essentiel. Il y a des échéanciers communiqués, il y a des rôles à communiquer, il y a des gabarits, des acronymes à communiquer, il y a des réunions à documenter et il y a une communication non verbale aussi. Tu sais, ça peut être beaucoup pour un leader à maintenir dans sa tête. Et il doit se dire, bon, comment est-ce que j'organise
tous ces éléments-là dans ma tête et la réalité et la réponse est tu ne peux pas et tu as besoin d'aide comme leader. Et là, ça vient à la délégation. La délégation, pour moi, c'est la tâche la plus difficile pour tout leader. Bien documenter les réunions, bien évidemment, vous avez la présidente dans la salle. Tu sais, ça prend un secrétaire. Et ça prend la délégation d'une présidente vers la secrétaire, la prise des notes. Tu sais, pour créer un gabarit d'acronymes, ça vous prend une direction générale. Puis la présidente a la chance d'avoir une directrice générale en Marianne qui est en mesure de la soutenir dans le remplissage de ses fonctions. OK? Mais ça prend ce travail en collaboration, la communication des rôles, la communication des échéanciers pour assurer que vous soyez un leader efficace dans la manière que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs comme leader. Prochaine diapo. Alors ça, c'est une astuce de communication. Moi, je dis toujours aux leaders, au lieu d'utiliser le mot « mais », remplace le mot « mais » dans toutes tes phrases avec le mot « et ». Je fais un exemple. J'aime bien ta chemise, mais elle serait meilleure avec une cravate. La même phrase. J'aime bien ta chemise et elle serait mieux avec une cravate. Il y a quand même une tournure de phrase qui est différente. Tu sais, quand on utilise le « mais », on est en train de faire une juxtaposition ou on est en train de faire une comparaison, où on est en train de dire « toi, tu as ton point de vue et moi, j'ai le mien ». Et ça crée quand même une distinction entre les deux. Quand on utilise « et », c'est complémentaire. All right? Là, vous êtes en train de faire un ajout à ce que l'autre personne avait. Et là, ça tisse des liens. Ça crée une alliance entre vous. Et c'est plus positif que normatif comme développement de tournure de phrase. All right? L'autre chose que je dis toujours, puis celle-là, là, j'adore la dire à ma fiancée aussi, parce que je vais me marier bientôt. Puis, moi, je lui dis toujours, on peut avoir raison ou être en partenariat. Des fois, il faut savoir, quand mettre notre besoin d'avoir raison à côté et d'assurer que nous restons en partenariat avec les personnes sur lesquelles nous nous reposons. Ça, c'est essentiel. OK? Et j'imagine avec vous et vos années d'expérience au sein de l'UCFO que vous avez vécu sûrement cette réalité aussi. OK? Laisser de l'espace aux autres, c'est très important aussi. OK? Alors, laisser de l'espace aux autres, c'est non seulement moi-même parler, mais laisser aux autres parler aussi. OK? Avez-vous des questions quant à ces meilleures pratiques sur le leadership que je suis en train de vous partager en ce moment? Oui, non? Non, oui? Moi, j'ai une question. Allô? Oui. OK. So, précédemment, tu as parlé des équipes homogènes et puis les équipes hétérogènes. Ouais. Et tu as dit que les équipes homogènes seraient à mieux à être rapides à trouver à arriver à des compromis, à quelque chose comme résumé. Par contre, les équipes hétérogènes vont être un peu plus là à arriver comme à une solution unique. C'est quoi la raison? Est-ce que c'est juste la divergence des opinions ou bien il y a autre raison que ça?
Tu m'entends, Lydie? Oui, tu m'entends. OK. Oui, oui. Bon, la raison pour laquelle, tu sais, une différence entre l'équipe homogène et les équipes hétérogènes, Lydie, ça relève, tu sais, de l'expertise et la cohésion de l'équipe. OK? Alors, si t'as une équipe qui est, tu sais, qui a les mêmes intérêts, qui a les mêmes expertises, qui vient, tu sais, peut-être du même contexte familial, tu sais, ou du même contexte, tu sais, d'amitié, par exemple. Tu sais, ces personnes-là, vu leur arrière-plan, tu sais, ou vu leur background similaire, ils auront plus en commun. Et alors, tu sais, ils vont être en mesure de travailler ensemble facilement et rapidement. OK? Alors, ça, c'est une des choses tu sais, Nous avons On perdu. ne voit plus Michael, là, nous. Mais Non, il est je pas- pense que a touché à la mauvaise place à son Zoom. Moi, d'après mon expérience, je l'ai dit, sur un conseil d'administration, souvent, tu vas aller chercher des gens de différentes compétences pour arriver à une meilleure discussion, avoir un différent feedback. Mais les gens, ils sont tellement différents où ils représentent chacun des groupes d'intérêts différents. Les gars ne pensent pas pareil comme les femmes. On a les autochtones, on a les francophones, on a les anglophones. On a une mission commune de donner les meilleurs soins possibles, mais on vient quand même d'opinions différentes. Ici, à l'UCFO, on se regroupe parce qu'on aime l'artisanat. Là, ça va vite. Là. On veut faire un bazar ou une exposition. On sait exactement ce qu'on a à faire parce qu'on pense pareil, on travaille pareil. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. La cohésion, on se rencontre 2 fois par année, c'est du social. On prend soin les uns des autres. Donc, le processus est plus organique. C'est pas basé sur des études, là, mais c'est basé sur de l'expérience. Oh oui, c'est vrai que c'est ça, quand on est habitué de travailler ensemble, on a des habitudes. toutes mes excuses, j'étais éjecté de la réunion. Pas par nous! Non. Je pense que c'était probablement ma faute. Ah, OK. Bon. C'est bien d'avouer que Comme je disais, Lydie, les équipes homogènes vs hétérogènes, c'est quand tu juxtaposes l'équipe homogène vs hétérogène, une équipe hétérogène, c'est probablement une équipe qui se rassemble de personnes qui sont en genre diverses, peut-être des hommes et des femmes, peut-être des gens de différentes régions, des gens du nord de l'Ontario et des gens du sud de l'Ontario. Peut-être que c'est des gens qui ont pris des parcours éducatifs différents, qui ont de l'expérience différente. Il y a une certaine richesse à bâtir des équipes dans ce sens-là sur des projets longs parce qu'ils peuvent tout apporter quelque chose de différent à la table dans la réussite de projet. Et surtout, ceux et celles d'entre vous qui ont travaillé en équipe, en bénévole ou en travail pour réussir à un certain objectif, vous avez surtout constaté cela. C'est que lorsque vous travaillez ensemble, vous vous entendez avec vos pairs et vos collègues, vous êtes en mesure de bien travailler vers la réussite d'un objectif commun, surtout sur des projets à court terme. Et que sur des équipes hétérogènes, alors là où vous travaillez avec des gens où peut-être la collaboration est un peu plus difficile, peut-être que ça a pris plus d'efforts de votre part pour être en mesure d'atteindre l'objectif final dans ce cadre de collaboration. Est-ce que ça clarifie un peu la réponse à ta question, Lydie? Oui, merci beaucoup. Merci, Lydie.
OK. Est-ce qu'il y a une Moi, question de la je vais te salle? demander, parce que... Oui. Est-ce que Oui. tu m'entends? Oui. OK. OK. C'est que moi, j'ai fait partie de plusieurs groupes. Puis, comme quand tu dis les deux groupes, est-ce que c'est un, comme mettons, doit être dirigé, puis l'autre doit diriger? Ou ça, tu peux dire ou quoi? C'est une très bonne question que tu es en train de poser. Est-ce qu'il y a un qui est plus propice, tu sais, à diriger l'autre? C'est ça la question que tu es en train de poser. Une équipe homogène vs hétérogène, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai travaillé avec différentes sortes de groupes. C'est ça, comme je veux dire, à un moment donné, c'était comme un groupe, c'était plutôt des jeunes, mais même si c'était des officiers, mais devaient être comme je veux dire, moi j'ai tendance à organiser les choses. J'ai toujours été de même, là. Mais je veux dire, comme à un moment donné, il faut quand même que tu prennes comme le contrôle, là. Parce que sinon, il n'y a jamais rien qui bouge. Puis même si ce sont des officiers ou des jeunes, je veux dire, il faut quand même. Ça, je dis, peut-être que dans ce groupe-là, il y avait le premier groupe, puis c'est comme. Mais aussi, j'ai travaillé des gens qui avaient toutes des connaissances, là, je veux dire, comme différents groupes. C'est pour ça que je veux dire. J'aurais tendance à dire, dans le contexte que tu es en train de raconter en ce moment, tu sais, tu es en train de raconter un contexte d'équipe hétérogène. Et tu sais, je pense que ce que tu es en train de constater, c'est le fait que, tu sais, cette équipe hétérogène avait, tu sais, des difficultés à s'entendre sur une style de gestion qui arrangeait, qui accommodait tout le monde. Et que, tu sais, d'après ce que j'ai compris, c'est que toi, tu as pris, tu sais, un style plus consultatif dans ta direction, là où peut-être il y avait un plus grand besoin d'un style de gestion persuasif ou, tu sais, plus de délégation. Et cela, c'est probablement parce que dans cette équipe hétérogène, vous avez sûrement eu, tu sais, des différentes manières de penser de la situation. Tandis que si on la juxtapose à, par exemple, tu sais, si vous, dans la salle, vous vous entendez très bien, tu sais, vous connaissez l'un et l'autre pas mal, vous avez quand même vos expertises diverses, mais vous vous êtes alignés, tu sais, dans vos valeurs et ce que vous souhaitiez voir pour, tu sais, la région puis la communauté. Tu sais, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire ce travail-là parce que vous êtes une équipe homogène. Est-ce que vous constatez juste, tu sais, la précision que je suis en train de faire? Oui, mais je veux dire, c'est comme le premier groupe, comme je te mentionnais, là, les jeunes et les officiers. OK. Quand même, les officiers, ils ont quand même une expertise dans bien des domaines, là, je veux dire. Et je veux dire, comme à un moment donné, on a fait un projet, c'est toujours un travail d'équipe quand même, mais je veux dire, il faut que, comme ça faisait peut-être un mois que ça disait on va faire ci, on va faire ça, mais ça ne bougeait pas. Donc, il a fallu que je prenne comme, pas le commandement, là, mais je veux dire, comme décider qu'est-ce qu'on devait faire, puis, tu sais, déterminer les choses à faire, puis donc, ils n'ont pas eu d'objection du tout. C'est ça. À un moment donné, là, ça dépend du lequel tu travailles. Hein. Comme des fois, ça va dans le même sens, mais d'un autre fois, tu es obligé de prendre. Tu délègues quand même, mais il faut quand même que tu t'organises. Après ma barre, il faut que tu organises les choses pour pouvoir les déléguer puis pour que toutes les choses se mettent en place. Oui, oui, effectivement. Merci beaucoup pour le partage. Voilà. Je pense que tu as raison. Tu sais, ultimement, tu sais, avec une équipe et avec des gens où tu sais, peut-être tu as un peu moins l'habitude, tu sais, de travailler avec eux, tu sais, ça prend un différent style, ça prend une différente stratégie. Puis d'après ce que je comprends, tu sais, tu as pris cette différente approche-là parce que tu voulais que le projet avance et que ça apporte tes fruits. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Merci. OK.
Bon, mais merci beaucoup pour le partage. C'est un très bon exemple, de l'équipe homogène vs une équipe hétérogène, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Okay. Prochain diapo. Non. Ouais. Ici, c'est juste des astuces et des meilleures pratiques pour vous, hein, mais je comprends que c'est, avec nos horaires quand même assez chargés, c'est assez difficile. C'est important de mettre à côté quand même 1 heure par semaine pour revoir les documents. Un bon leader sait de quoi il parle, right? D'éviter les réunions le soir si possible, surtout quand on est fatigué, right? Un leader n'est pas dans sa sphère optimale lorsque c'est tard, lorsqu'il est fatigué, lorsqu'elle est fatiguée. Une des choses qui est très importante comme leader, c'est d'avoir un plan de succession. Ça, c'est essentiel. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point c'est important comme leader d'avoir un plan de succession parce que, quand on est leader et qu'on quitte, il y a quand même, un peu comme un vacuum, qui se crée. Ah, vous pouvez nous entendre? Oui, OK, excellent. Ça crée un manque, right? Ça crée un manque, un vide qui doit être comblé par un autre leader, right? Et ça prend longtemps. Ça prend quand même un certain montant de temps pour ce leader-là de se manifester et de reprendre une situation. Et alors, ce que je dis à tous mes leaders, là, c'est pense-y. C'est qui ton successeur de ton entreprise, de ton OBNL, de ton projet, en quoi que ce soit. Parce que si tu es en mesure d'identifier ce plan de relève-là, ça va grandement faciliter le travail de tous ceux et celles autour de vous. OK? Alors là, c'est une étude de cas. C'est un membre de l'équipe qui ne répond plus au courriel, n'assiste plus à des réunions, n'effectue plus ses tâches. C'est un peu, c'est pas dissimilaire à la situation dont tu as fait face. Quelle stratégie utiliserez-vous pour remobiliser cette personne et l'encourager à se réintégrer au sein de l'équipe comme leader? C'est une question ouverte. Pas de mauvaise réponse. La parole est à nous? Oui. Oui. La parole est à nous? Oui. OK. Là, tu peux rencontrer la personne pour essayer de comprendre pourquoi elle se désintéresse du projet ou des choses. Oui. Des fois, c'est peut-être elle a trop de tâches à accomplir ou passer ou dans le secteur qu'elle devrait être. Il peut avoir différents secteurs dans les projets. Donc, le recrutement, elle n'aime pas ça. Tu peux changer de place. Il faut essayer de comprendre la personne. Effectivement. Le conseil d'administration de l'hôpital, ce qui nous suggère, le conseil d'administration de l'hôpital, ce qui suggère, c'est de rencontrer les membres un à un à une fréquence régulière, peut-être aux 3-4 mois, puis de sonder leurs intérêts avant qu'il y ait un problème. Puis demander de la rétroaction. Qu'est-ce que tu trouves qui marche dans les réunions? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui te frustre? Y a-t-il d'autres stratégies que tu penses qu'on pourrait essayer pour... Ça fait que tu n'as pas besoin d'attendre que c'est un problème. C'est comme j'en appelle 2, 3 random ce mois-ci, 2, 3 autres le mois prochain. Puis c'est d'essayer d'être en amont au lieu d'attendre qu'on est déjà rendu au désintéressement. Oui. J'ai déjà eu carrément un membre au cours des entretiens. Tu n'as pas l'air de cadrer avec le reste. Tu es hors d'ordre, tu ne lis pas tes dossiers avant d'arriver. Je peux voir pourquoi tu te désintéresses au groupe. Puis là, dis-moi qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ou réfléchis-y. Comme c'est là, tu ne fais pas avancer la cause.
c'est des décisions difficiles à faire, là. Ouais. Ben, il y a des fois qu'il faut remettre la responsabilité aux membres de dire ça demande quand même un minimum de participation. Ouais, effectivement. C'est un très bon exemple, hein? Puis, tu sais, ça démontre que vous avez des leaders en salle. Alors, mais ça, c'est une façon très mature, tu sais, d'aborder le sujet, d'être firme, mais quand même répondre avec empathie. C'est un très bon exemple de comment remobiliser cette personne et assurer la réintégration ou sinon, tu sais, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Une très belle réflexion. Merci beaucoup pour le partage. Alors, prochain étude de cas. Tu sais, une membre d'équipe, tu sais, comme leader, ça, c'est le pire. Honnêtement, c'est le pire comme leader. C'est quand un membre de l'équipe se moque d'un autre lors d'une réunion. Ça peut être tellement, tu sais, face, comme ça peut être tellement subtil que des fois, tu sais, c'est très dur de prendre cette décision comme ça, tu sais, de voir comment on aborde cette situation-là. Alors, tu sais, je vous pose la question, puis ce serait, tu sais, la dernière question de la soirée. Quelle stratégie utiliserez-vous pour adresser la situation? Moi, je trouve, personnellement, je ne suis pas bonne sur le spot. Des fois, la réunion a des comptes par après. Et là, je m'aperçois que, justement, il y a peut-être un membre qui doit s'avoir senti mal à l'aise parce que moi, je me serais senti mal à l'aise. Fait que j'ai plus tendance à gérer ça par après, puis en un à un, par la personne qui a été, que je pense qu'elle aurait pu être blessée, puis dire, ben moi, j'ai interprété ça de même. Toi, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire avec ça? C'est important qu'on retravaille ensemble. Ça fait que tu vas être capable de retravailler avec la personne. Il faudrait que ça soit grave là, pour que dans la réunion, la mère en moi se réveille et dire là, les deux jeunes, là, arrêtez de vous canner, là. On va régler ça autrement. J'ai plus tendance à décanter ça par après. Ben, je commence par la victime. Des fois, après ça, des fois, ils ne s'aperçoivent pas vraiment. Des fois, c'est pas vraiment pensé. Mais j'ai dit quelque chose, mais parce que moi, je sais qu'à un moment donné, j'entrais dans une école, puis je sais que tu as français ontarien, puis tu as français. Moi, je viens du Québec. Puis, un élève, à un moment donné, j'avais dit juste une phrase, puis c'est pas perçu de la même façon. Donc, à un moment donné, le professeur me demande l'élève a été impoli. Je dis non, il n'a pas été impoli. Mais moi, je ne laisse pas ça comme ça. Je veux dire, tu ne laisses jamais une situation s'envenimer parce que c'est encore pire. Donc, j'ai été voir l'élève, puis je me suis expliqué avec. C'était juste un malentendu parce que une face, donc, de quelqu'un qui vient du Québec, les autres, ils peuvent le prendre d'une autre façon. Donc, et on a arrangé des choses. Mais c'est ça. Des fois, il faut que quand même que tu prennes le temps. Comme je te dis, la personne peut-être qui n'a pas miné de dire, de blesser l'autre personne, mais il faut que tu fasses certain dans quel sens que c'est pieds. Peut-être essayer de rebâtir la relation. De rebâtir les choses. Je veux dire, ça prend juste un mot différent, puis tu peux le prendre différemment. C'est toujours bon de rencontrer les personnes, que ce soit la victime ou l'autre, mais c'est toujours bon de les rencontrer et faire certain qu'on est sur le même pied d'égalité, qu'on se comprend tous. Là. D'après moi, c'est ça. Je pense qu'il y a une demande de respect aussi la résolution. C'est ça. Ouais. C'est ça, comme dans... C'est pas ça t'a plus facile à faire ce du spot. Pendant la réunion, là, oui, mais... je rappelle à tout le monde de respecter. Oui, mais c'est parce que. La situation, c'est qu'une personne se moque. Oui, il y a une moquerie. Oui, c'est ça.
Mais encore là, quand tu fais une réunion, logiquement, que tu aies n'importe quel âge, tu devrais demander le respect et l'ordre. Parce que de toute façon, premièrement, si tu ne respectes pas les autres, ben, tu ne te respectes pas toi-même non plus. Et puis, deuxièmement, l'ordre, ben, c'est parce que tu perds beaucoup de temps, parce que si tout le monde perd en même temps, ben là, tout le temps que tu as perdu, là, puis là-bas, des personnes n'ont pas compris ce qui était pris comme décision. Ça, je dis. Ordre et respect, c'est deux points qui m'ont fait entendre dans une réunion. Dans n'importe quel projet, là, je veux dire. Il est parti. Michael, dans le parti. Marianne, m'entends-tu? C'est Joël. Ah oui, on vous entend. Ah, Michael, tu es revenu? Quand j'ai essayé de m'inscrire pour les 3 autres ateliers, ils me ramènent tout à l'atelier d'asseoir pour m'inscrire. Oui, c'est parce qu'on est sur Zoom pour le moment. Il faut attendre qu'on ait terminé. Ah ben moi, j'ai fait ça sur mon téléphone. Là. Je suis multitâche. Oui, c'est pas grave, on est quand même sur Zoom, là. Ça fait que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut attendre qu'on ait fini l'atelier. Est-ce qu'elle va pouvoir faire les 3 autres, les prochaines réunions ou c'est une à la fois? Oui, vous pouvez faire tout d'un coup, l'une derrière l'autre. Moi, je suis inscrite sur. OK. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 3 liens. Ben, dans le courriel qu'elle m'a envoyé, il y a les 6 diapos. C'est marqué s'inscrire en dessous. Oui, je sais, j'ai essayé ça. C'est parce que tu marques le nom. Probablement pas du comité, mais du groupe, là. Mais je veux dire, comme le lien, là, est-ce qu'elle peut avoir les 3 liens, comme si demain elle s'inscrit, ou s'il faut qu'elle attende, mettons, la veille pour s'inscrire ou le jour pour s'inscrire? Non, une fois que vous avez le lien, vous cliquez dessus, puis mais il ne faut pas qu'on soit en Zoom à ce moment-là. C'est pour ça que ça ne marche pas. Si vous attendez qu'on ait déjà comme une demi-heure avant la réunion, pas tard. Tu l'as d'avance. Oui, c'est ça qu'elle dit. On peut s'inscrire aux 3, puis que tu reçois le lien une fois que tu es inscrit. Oh, voilà. Désolée, Michael. C'est pas grave. C'est très important d'organiser la cuisine interne. J'étais un peu confus pour un moment, mais maintenant, je comprends bien. OK. All right. Est-ce qu'il y a des questions? Non. J'en ai pas. Non. OK. Ce que je trouve qui est dur avec le leadership dans l'UCFO, c'est que notre membership est vieillissant, puis la capacité de bénévolat diminue. Ça fait qu'on est peut-être un groupe de 36, il y en a des réguliers, je dirais qu'on est une dizaine, mais je me dis dans 5 ans, il va y en avoir plus proche de 80 que de 70. Puis après 75 ans, là, prendre la charge, la responsabilité d'organiser, il y a un désintéressement nettement marqué là, dans nos membres. C'est là qu'est l'importance du recrutement. Ouais. Il faut changer la façon de recruter les personnes, je pense. Je sais. Et, trouver des nouvelles. Pardon? Je sais que c'était un grand enjeu dans l'élaboration du nouveau plan stratégique de l'UCFO, et que Marianne nous a généreusement confié le mandat de lui aider avec l'élaboration de ce plan stratégique. Et je pense que Marianne a pu le voir. Et tu sais, oui. Oui, justement, je parlais avec Victoria qui a fait le plan stratégique avec nous ce matin. Là. C'est assez ambitieux comme plan, mais je pense que ça, il y a des enjeux qui ont été identifiés dans l'élaboration du plan stratégique qui sont effectivement dans ce plan-là.
Parce que nous autres, le plan de succession, là, dans un petit groupe comme ça, c'est toujours les mêmes. Là. Il y a des membres dans le comité de direction qui sont là depuis qu'ils sont membres. Là. Ça fait 25 ans qu'ils ont une fonction officielle et des responsabilités. Tu sais, à un moment donné, c'est toujours les mêmes. Oui, effectivement. OK. Bon, bien, sur ce, je pense que je serai en mesure de mettre à votre disposition les diapositives. Un grand merci d'avoir participé à notre formation ce soir. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, il me semble qu'il y avait des belles discussions qui ont été, qui se sont manifestées grâce à ces discussions-là. Puis j'espère qu'on pourra mener cette discussion demain aussi en parlant de l'entrepreneuriat. Merci à tout le monde, à Michael, puis à Lydie d'avoir donné une belle formation. Et puis, merci au Cercle de ma thèse de nous avoir honorés de leur présence. Oui, c'est toujours un honneur, hein, UCF Mathis.